Bonsoir, je suis vraiment ravi de cet accueil et presque jaloux de votre collectif, puisque nous avons aussi un collectif à Forcalquier. Et vous avez peut-être entendu parler de ces déboires récemment, qui n'en sont pas, parce que effectivement, le bâtiment que ce collectif avait investi illégalement a été détruit. Donc, mais du coup, le Café des Libertés de Forcalquier se réunit comme avant, dehors, et comme on est en Haute-Provence, ça ne pose quasiment jamais le moindre problème. Donc je vais vous parler du libre arbitre. Alors pourquoi vous parler particulièrement du libre arbitre? Déjà parce que moi ça fait 12 ans que j'écris sur le libre arbitre, et que le libre arbitre est la question centrale qui revient dans la crise aujourd'hui, puisque le libre arbitre c'est la souveraineté intérieure. On va bien approfondir ça, c'est très important. Alors pourquoi ça revient aujourd'hui? Parce que ce qui nous est imposé, ce sont effectivement des mesures qui sont contraires à notre libre arbitre. Et ceci est justifié par l'idée qu'il existerait donc des arguments provenant d'une science qui ferait que on ne peut pas, on est obligé d'accepter donc ce genre de mesure qui serait la solution la plus raisonnable pour minimiser les effets du virus. Ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence en fait, puisque les décisions qui sont prises pour nous imposer ces mesures, et notamment qui sont quand même assez drastiques, donc le pass vaccinal, etc., sont des décisions qui reposent sur, soi-disant, donc des analyses plus ou moins scientifiques, ok, d'accord, mais sous-entendu, il existerait donc une possibilité avec grand renfort d'analyse, de calcul, etc., de déterminer ce qui est la meilleure chose à faire pour tout le monde. En fait, on sait que déjà, ça n'existe pas. On sait que déjà, même en science, ce genre de choses n'existe pas. Il n'existe pas de pape de la science. Il existe un nombre important de papes de la science. Mais on est en train de vouloir nous imposer l'idée, parce que, en fait, vous savez tous que c'est faux, mais le problème, c'est que je vous parle de ce qu'on impose un peu à l'inconscient collectif. C'est ça. On est en train de nous imposer l'idée que lorsque la science devient trop complexe pour que le commun des mortels la comprenne, eh bien, le commun des mortels est obligé de s'aligner sur le fait que, donc, des gens ont très bien réfléchi, et mieux encore, des intelligences artificielles ont très bien réfléchi pour déterminer ce qui était le mieux pour nous. Et que donc il faut faire confiance, parce que ce qu'on nous demande, c'est de faire confiance. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que doit-on véritablement faire confiance? Enfin, vous, je sais que non, mais je me mets à la place du commun des mortels, je me mets à la place de la masse, etc. On est censé devoir faire confiance à une autorité qui est censée utiliser des informations auxquelles on n'a pas accès, mais qui sont suffisamment correctes pour accepter les décisions qu'on nous impose. Et de manière sous-jacente à cela, ça impliquerait des calculs, ça impliquerait une intelligence artificielle qui serait supposée finalement surpasser l'intelligence humaine. Voilà, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'on est en train de nous imposer l'idée que finalement, une intelligence artificielle qui aurait beaucoup plus de moyens que nous et qui partirait de beaucoup plus d'informations que nous, serait capable de nous imposer des décisions, finalement,
devant lesquels on devrait se plier parce que nous n'avons pas suffisamment d'intelligence pour la dépasser. Donc c'est ça le problème. Bien sûr, cette intelligence-là n'existe pas, mais je vous parle d'un cadre sous-jacent qui est l'idéologie sous-jacente. On va vers cette idéologie sous-jacente. Ça impose, ce qu'on nous impose suppose cette idéologie sous-jacente, qui est que le progrès scientifique, le progrès technique finit par fabriquer des systèmes suffisamment complexes qui réfléchissent finalement mieux que notre cerveau et que donc à un moment donné on doit se plier à ce genre d'intelligence. Ça, je ne suis pas en train de vous décrire ce qui existe, ce qui est réel. Ça n'est absolument pas réel. Vous savez bien que tout ça c'est du chiquet. Mais je suis en train de vous décrire ce qui, dans la conscience collective du commun des mortels, est accepté pour finalement accepter de se soumettre. C'est-à-dire que dans la conscience du collectif du commun des mortels, il y a cette acceptation qu'il existe des instances qui, au départ, sont humaines, mais qui, de toute façon, comme elles utilisent des machines et qu'elles utilisent des intelligences artificielles, finalement, c'est quand même l'intelligence artificielle qui finit par décider à notre place et on est censé s'aligner devant ça. Voilà. Donc, je pense que le nœud du problème, il est là. Et je pense que ça provient du fait que nous pensons que nous faisons une confusion entre l'intelligence réelle et l'intelligence artificielle. Et il est facile de voir d'où vient cette confusion, c'est le fait qu'on n'a pas du tout intégré l'intelligence émotionnelle dans cette affaire. C'est-à-dire que nous ressentons, vous ressentez tous émotionnellement que ces mesures ne sont pas correctes, vous ressentez tous émotionnellement que cette intelligence ne l'est pas, etc. Mais le problème, c'est que l'intelligence émotionnelle, on ne sait pas ce que c'est, ça n'est pas reconnu comme étant intelligent. C'est-à-dire qu'on ressent quelles sont les bonnes décisions à prendre. Vous êtes capable de ressentir que les décisions qui sont prises aujourd'hui sont mauvaises, mais vous n'avez pas les ressources intellectuelles, personne ne les a, même moi, pour expliquer pourquoi, pour expliquer que votre émotion, votre ressenti devrait prendre le pas sur ce qu'on nous impose, qui est soi-disant, qui ne l'est même pas, mais qui est soi-disant bien réfléchi, analytique, étudié, scientifique, etc. Alors qu'en fait, ça n'est pas du tout scientifique. C'est au mieux scientiste et en réalité, c'est opportuniste. Bon. Donc on a un problème avec le fait que dans notre société, une plus grande intelligence faisant appel à l'émotion n'est pas admise. Voilà, je voulais en venir là, c'est une introduction que je vous fais parce que en fait maintenant je vais vous parler de choses qui sont beaucoup plus liées à la physique. Hein. Donc le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que donc on est trop dans notre conscience collective, la conscience collective, hein, évidemment pas tout le monde, pas vous, enfin bon, considère que voilà, notre intelligence est limitée et qu'un jour une intelligence artificielle devra prendre le pas et que donc du coup cette intelligence artificielle calculera beaucoup mieux que nous les décisions que nous allons prendre et donc du coup lorsque les objets connectés vont apparaître de manière massive et nous orienter dans tous nos déplacements dans notre vie, on va les accepter parce que finalement on va accepter l'idée que les services que va nous rendre cette intelligence sont les meilleurs qu'on puisse avoir, puisque de toute façon c'est nous qui avons demandé aux entreprises qui ont créé ces outils de recevoir ces services, et qu'en plus l'intelligence artificielle qui va être associée à ces services, liée aux objets connectés, liée à l'identification numérique, on la considère comme meilleure que nous, voilà, et donc on aura un jour
un identifiant numérique mobile qui sera le successeur du pass sanitaire, du pass vaccinal, et qui nous rendra plein de services. Ceci aurait dû avoir lieu naturellement, ce processus aurait dû avoir lieu naturellement s'il n'y avait pas eu le Covid. S'il n'y avait pas eu le Covid, le grand marché des objets connectés serait déjà en ce moment en train d'être déployé largement. On aurait facilement accepté l'identification numérique parce qu'elle n'aurait pas été utilisée à des fins de contrôle. On aurait choisi nous-mêmes de porter ou non cet identifiant, et puis ça nous aurait rendu tellement de services que finalement on serait tombé dans un piège, parce que c'est seulement dans un second temps que seraient apparues les applications de contrôle administratif, de contrôle gouvernemental, et puis finalement la monnaie, puisque le but c'est quand même finalement d'introduire la monnaie mondiale. La monnaie mondiale, en tout cas occidentale, ne peut pas fonctionner autrement qu'avec un identifiant numérique relié à un segment sur un cloud qui contient toutes vos données personnelles, et notamment bancaires. Et ça ne peut pas marcher avec le système des banques, ça ne peut marcher qu'avec Internet, la 5G, etc. Et c'est la raison pour laquelle on nous l'impose. Voilà, mais revenons, ça c'est mon discours habituel, mais revenons à ce que je disais sur l'intelligence émotionnelle. Parce que c'est là que se trouve la clé du libre arbitre. C'est là que se trouve la clé du fait que nous n'avons pas à accepter, si nous ne le ressentons pas comme correct, nous n'avons pas à accepter les mesures qu'on nous impose sous prétexte que, on va dire, elles sont plus intelligentes que nous. Elles ne le sont même pas, mais c'est l'argument qui est invoqué. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, et là c'est la physique qui apporte des réponses extrêmement intéressantes, c'est parce que cette idée que finalement une intelligence artificielle, donc qui serait fondée sur le calcul, donc qui serait fondée sur l'idée que tout est mécanique, cette idée qu'une intelligence artificielle pourrait faire les meilleurs choix, elle est fausse. Et pourquoi est-ce qu'elle est fausse? Parce que tout ce qui relève de la mécanique ne peut pas déterminer le cours des événements. C'est-à-dire on ne peut pas faire de prévision qui relève de la mécanique, d'équations, de calculs, etc. Parce que la mécanique, la physique en général, est indéterministe. Et que donc cette acceptation, le fait que l'on accepte qu'une intelligence, ne serait-ce que le fait qu'on accepte que l'intelligence puisse être le reflet ou l'objet d'un calcul, déjà c'est une erreur énorme. L'intelligence n'a rien à voir avec le calcul. Bon, alors je vais essayer de bien vous expliquer ça. L'intelligence, c'est lié à la complexité, et on sait que en physique des systèmes complexes, je suis un physicien des systèmes complexes, des systèmes dynamiques, etc. Lorsque ça devient très compliqué, bien très vite, vous avez un indéterminisme qui s'installe. Pas un indéterminisme qui est lié à l'absence de précision sur les conditions initiales, mais un véritable indéterminisme fondamental. C'est la raison pour laquelle les physiciens, aujourd'hui, acceptent la notion de multivers. Bon. Nous ne vivons pas dans un univers qui est issu d'un Big Bang, etc. Même le Big Bang, aujourd'hui, est reconnu comme étant une idée fausse, puisqu'il y a un avant Big Bang, et que même l'avant ne veut rien dire d'ailleurs. Mais nous vivons dans un multivers. Bon, il existe plusieurs sortes de multivers, mais celui qui nous intéresse ici, c'est le multivers quantique qui fait suite au multivers de la théorie des cordes qu'on avait découvert déjà il y a 40 ou 50 ans, et que moi j'ai revisité en montrant que, en faisant simplement des calculs de billard, on peut retrouver que ce multivers existe pour un simple billard, et donc il existe toutes sortes de multivers qui viennent du fait que la mécanique n'est pas déterministe. Et pourquoi est-ce que la mécanique ne détermine pas le cours des événements? Parce que notre réalité, la réalité dans laquelle on vit, est un univers d'information dont la densité d'information est limitée. Et dès que vous travaillez avec un univers d'information dont la densité d'information est limitée, eh bien vous avez le problème vous avez l'apparition du multivers. C'est-à-dire que, bon, au bout d'un certain temps, dans un billard, eh bien la trajectoire des boules, qui est prévisible, eh bien, elle cesse d'être unique.
Parce que si vous allez jusqu'à l'échelle de Planck, 10 puissance moins 35 mètres, même si vous allez jusqu'à cette échelle-là pour la précision de vos calculs, ça ne suffit pas, et au bout de quelques dizaines de chocs, tout devient indéterministe. C'est ce qui fait que je dis souvent que nous sommes dans une réalité qui, finalement, dont le futur, dont la trajectoire est déterminée par ce qu'on appelle en physique la gravité quantique. C'est-à-dire que si on... Alors, je reviens un petit peu en arrière, je vais trop vite là. Donc les physiciens aujourd'hui admettent, bon c'est un consensus, mais il y a de très très bonnes raisons pour ça, que le futur est déjà réalisé. Et d'ailleurs c'est conforme à l'idée du déterminisme qui est le dogme de la science. Et d'ailleurs soit dit en passant, la science interdit le libre arbitre depuis qu'elle est fondée, puisqu'elle est fondée sur le déterminisme qui interdit le libre arbitre. Mais rassurez-vous, la science a contredit son dogme, et donc elle a inventé d'ailleurs le multivers pour justement dire, bah oui, le déterminisme continue, mais dans chaque univers. C'est-à-dire que pour conserver finalement l'ancienne vision de la science et son dogme principal qui est le déterminisme, on dit que nous aurions des myriades de doubles conscients dans des univers parallèles, ce qui en fait est complètement... bon. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi c'est aberrant, mais c'est fondamentalement quelque chose d'extrêmement difficile à digérer. Alors que si on sait que, si on dit que finalement ce multivers nous appartient, on comprend beaucoup mieux les choses et il n'y a pas de problème pour loger dans le même espace une myriade de multivers, une myriade de vides potentiels, tout simplement parce que l'espace n'existe pas. Donc soit dit en passant, l'espace, le temps et la matière ne sont pas des choses objectives. L'espace, le temps et la matière sont des apparences qui nous apparaissent telles parce qu'elles sont reconstruites par la conscience à partir d'un univers d'information qui, lui, est composé de vibrations, d'informations et d'énergie. V-I-E, facile à se retenir. Vibration, la vie, donc information, énergie. La vibration, l'information et l'énergie sont des mesures objectives en physique, alors que l'espace, le temps et la matière deviennent subjectifs parce que l'espace, il est compressible, le temps n'existe pas vraiment, voilà. Et la matière peut se transformer d'ailleurs en énergie. Donc tout ça, c'est subjectif, et en fait, bon, je vais faire un raccourci, puisque je vous ai dit, tout part de la conscience. Quand on fait tout repartir de la conscience, on voit les choses clairement en physique. C'est-à-dire que du coup, c'est plus un problème qu'il y ait des myriades de possibilités de vie pour chacun d'entre nous devant nous, puisqu'on n'a pas besoin de les loger dans un espace, puisque cet espace n'existe pas et qu'on vit dans un monde de pensée. Nous vivons dans un univers de pensée, nous vivons dans un univers mental, nous vivons dans un univers de conscience. Et c'est la logique qui devrait nous conduire à accepter cela. La conscience a toujours été première. Les philosophes idéalistes, même qui étaient la majorité des philosophes il y a quelques siècles, le savaient. Mais on est tombé bien bas au XXe siècle, et encore aujourd'hui, bien qu'au XXIe siècle, on soit en train de révolutionner quand même cette ancienne vision du monde qui conduit à ces catastrophes au niveau du mental. C'est une catastrophe. Aujourd'hui, il n'y a plus de penseurs. Où sont passés les intellectuels? Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? Est-ce que c'est encore quelqu'un qui pense? On se demande. Donc voilà. Donc j'en viens quand même au fait principal, à la chose principale, la raison pour laquelle j'écris mes deux derniers livres, c'est la question du libre arbitre. Mais qu'est-ce qui finalement détermine nos choix? Est-ce que c'est la mécanique? Non, parce que la mécanique ne peut pas décrire, ne fait que déterminer un multivers de possibilités. Or, et surtout si le futur est déjà réalisé, eh bien, ça veut dire que votre futur, il est déterminé par autre chose que la mécanique. Je ne cesse de répéter durant mes conférences et dans mes livres que la mécanique ne détermine pas le cours des événements. Elle détermine le cours des événements seulement à court terme. Et bon, je ne vais pas chiffrer parce que tout ça, ça dépend de la complexité du système. Lorsque vous
vous considérez des planètes, etc., évidemment, ce sont des très gros objets qui sont dans le vide. En plus, bon, il va falloir des millions d'années avant que la mécanique devienne indéterministe. Mais lorsque vous considérez un système vivant meurt au bout de quelques secondes. Au bout de quelques secondes, ça devient indéterministe. Et si l'entropie augmente tout le temps, comme le pensent les physiciens, enfin plutôt la doxa, eh bien, le corps doit mourir au bout de quelques secondes. C'est-à-dire que le fait que la mécanique ne détermine pas le cours des événements, mais que finalement il est quand même déterminé le cours des événements, fait qu'on a oublié les informations qui complémentent la mécanique et qui sont relatives à autre chose, qui sont relatives à ailleurs, qui sont relatives à en dehors de l'espace-temps. Et donc la question est de savoir qu'est-ce qui nous détermine, qu'est-ce qui détermine notre futur. Alors pour visualiser ce futur, la meilleure métaphore, c'est celle du GPS. La métaphore du GPS, pour un futur déjà réalisé, elle est acceptable, puisqu'en plus, elle nous permet de conserver notre libre arbitre potentiel, si toutefois on en a un. C'est-à-dire que la métaphore du GPS, concernant la description de notre futur, elle nous permet d'envisager la possibilité que notre destination finale change, puisqu'on est capable de changer la destination d'un GPS. Et en plus, elle nous permet de penser que nous pouvons changer le chemin par lequel nous passons, parce qu'on n'est même pas obligé de suivre les ordres de la dame du GPS. D'accord ? On nous dit d'aller tout droit, mais quelque chose peut faire qu'on va aller à gauche. Bon, mais ce n'est pas forcément au moment où on se trouve au croisement qu'on va décider. Et là, ce que j'ai envie de vous expliquer, que vous compreniez très bien, parce que c'est absolument fondamental, c'est que tous vos choix sont déterminés d'avance, mais pas par la mécanique. C'est-à-dire que le GPS, le tracé du GPS qui détermine votre vie future, il est déterminé à court terme par la mécanique, mais à plus long terme, et à long terme certainement, par autre chose, et vos choix sont déjà faits d'avance. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Alors, bon, moi j'ai fait beaucoup de calculs pour essayer de déterminer de quel ordre ça pouvait être, tous les choix qu'on fait d'avance. Et j'ai compris que ça venait de la conscience, et pas n'importe quel aspect de la conscience. Alors je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je vais vous citer la théorie des cordes, qui date de 50 ans, qui a été énormément étudiée par les scientifiques, principalement américains, les physiciens. Pendant des décennies, il y a énormément d'argent qui a été investi pour étudier cette fameuse théorie, la théorie des cordes, des supercordes, la théorie M, qui introduit 11 dimensions, etc. Et elle a été contestée au début des années 2000, principalement. Eh bien, figurez-vous qu'elle est revenue en force aujourd'hui grâce au fameux modèle holographique de l'univers, enfin, on va dire la passerelle de Maldacena, enfin, disons qu'à des travaux plutôt récents, qui ont moins de 10 ans, et qui montrent que finalement, on arrive à retrouver la théorie des cordes à travers un modèle de l'univers qu'on comprend beaucoup mieux si, effectivement, on met la conscience en premier. Parce que qu'est-ce que c'est que le modèle holographique ? C'est de dire que finalement, l'information à l'intérieur d'un volume, eh bien, elle peut être équivalente à l'information qui provient d'une surface. Quand vous voyez un hologramme, vous savez bien que ce qui est réel, c'est l'information qui provient des surfaces à partir desquelles sont projetées la lumière qui permet de fabriquer la sensation de volume qui vous donne l'impression qu'il y a vraiment un objet en 3 dimensions. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est illusoire, et qu'en réalité, tout ça, c'est basé seulement sur des objets à 2 dimensions. Et donc, si notre univers est de nature holographique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et qui transforme un univers d'information, qui pourrait avoir un certain nombre de dimensions, en un univers perceptible, où c'est la conscience qui finalement transforme les choses, et en sensation d'espace, et là on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure. La conscience transforme notre univers d'information objective sur lequel travaille la physique en un univers apparent qui contient de l'espace, du temps et de la matière. D'accord ? Et donc le modèle holographique de l'univers, il est très attrayant, ne serait-ce que pour ça, mais il est attrayant pour une autre raison, c'est qu'en plus il permet de comprendre la gravité.
Pas totalement, parce que c'est tellement fascinant pour les physiciens qu'il va leur falloir encore des années pour digérer cette puissance du modèle holographique. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'un modèle sans gravité qui s'applique à une surface peut être équivalent à un modèle avec gravité qui s'appelle un volume, ce qui d'emblée signifierait que la gravité, c'est quelque chose de lié à la conscience. Et moi, je le savais déjà, je l'avais écrit il y a 10 ans. Et donc que nous dit la théorie des cordes, qui revient finalement en force aujourd'hui? Elle nous dit que ce qui détermine le choix d'univers, donc ce qui détermine la trajectoire du GPS, c'est pas de la mécanique, c'est pas des lois physiques, c'est rien de tout ça. Ce sont des vibrations de l'espace. Et pas n'importe quelle vibration de l'espace. Des vibrations de l'espace dans des dimensions supplémentaires. Alors pour comprendre ça, parce que c'est mal interprété, parce qu'à l'époque, quand c'était apparu, si vous voulez, c'est une équation mathématique qui a imposé l'idée que l'espace, il avait 6 dimensions supplémentaires, mais personne n'a voulu comprendre ça. Mais si, au lieu de chercher à regarder la signification mathématique et vous arrivez à intuiter le sens de tout ça, bien vous arrivez à comprendre qu'en fait, c'est parce que l'espace n'existe pas, et que donc il a une précision de localisation qui est forcément finie, et que donc il apparaît forcément des vibrations à l'échelle intime de l'espace, et que c'est, enfin du bruit si vous préférez, et que ce bruit, pour ne pas contenir trop d'informations, ça correspond forcément à des vibrations, et donc finalement la théorie des cordes, elle est intuitivement compréhensible si l'on considère que l'espace n'est pas de l'espace, mais des vibrations, et pas n'importe quelle vibration, mais des vibrations de la conscience. Je vais un peu vite. C'est-à-dire que si effectivement c'est la conscience qui reconstruit nos sensations de temps, d'espace et de matière, bien on peut plus facilement comprendre que la conscience, que ce sont les vibrations de la conscience qui sont à l'origine de cette illusion. Et donc, qu'a trouvé la théorie des cordes, c'est que finalement, l'univers dans lequel on vit, c'est-à-dire la trajectoire du GPS en question, c'est quelque chose qui est déterminé par la vibration de base, qui est en fait un objet à 6 dimensions, donc je ne vais pas vous embêter avec ça, mais qui est un mode vibratoire. Et il existe une quantité considérable de modes vibratoires possibles de l'espace à son échelle intime, et le fait de changer simplement de mode vibratoire change complètement la destinée. Ça change complètement l'univers. Alors les physiciens, comme ils ont l'habitude d'être matérialistes, et même moi je l'étais, il y a 20 ans encore, disent que tous ces autres univers existent à 13,6 au minimum milliards d'années-lumière d'ici. On appelle ça des bulles d'univers. Des fois vous voyez des représentations du multivers sur Internet où vous voyez des bulles partout. Ça c'est parce que les physiciens n'arrivent pas à comprendre que tout est conscience et qu'il ne faut pas concevoir les choses comme ça. Si maintenant on en revient à l'idée que tout est conscience, on arrive à comprendre facilement que ce sont les vibrations, le mode vibratoire qui est typique, qui est nécessaire pour faire exister l'espace, parce que l'espace il a une précision qui est forcément finie. L'espace, si vous voulez, en fait, il est reconstruit par la somme de toutes nos consciences. Lorsque vous rêvez, vous pouvez accepter l'idée que vous vous êtes fabriqué une bulle de conscience. Eh bien, il n'y a pas de différence entre une bulle de conscience individuelle et une bulle de conscience collective, à part le fait que nous sommes tous en train de construire la même réalité. Et si vous prenez l'ensemble de nos bulles de conscience, qui fabriquent une bulle de conscience collective, vous n'avez pas besoin de rajouter un espace. Et donc, et d'ailleurs, c'est ce qu'on découvre en physique, c'est que l'espace n'existe pas en dehors finalement de la conscience. Et donc après, c'est plus facile de comprendre pourquoi cet espace vibre, puisque le simple fait que cette bulle n'ait pas une précision infinie introduit du bruit, et ce bruit doit être modélisé par de la vibration. Alors, et c'est en faisant à nouveau des travaux sur le billard, un peu plus récemment, que j'ai découvert que tout ça c'était réel. C'est-à-dire que même, j'ai fait des calculs de billard en fait pour arriver à montrer que l'espace avait 6 dimensions. Mes publications ont été lues par de grands physiciens parce que c'était fascinant que j'arrive à retrouver simplement avec des calculs de billard le fait que l'univers avait 6 dimensions supplémentaires.
Mais j'ai trouvé mieux que ça. J'ai trouvé qu'en plus, les 6 dimensions supplémentaires, elles se décomposaient en 2 fois 3 dimensions. 3 dimensions qui sont liées à nos choix dans le présent, et là j'arrive sur la chose essentielle, et 3 dimensions qui sont liées aux choix qui sont faits par je ne sais qui, et qui déterminent notre destination finale. Et donc c'est ça qui m'a fait introduire le moi et le soi, en disant que ce sont des notions qui ont l'air d'être des notions psychologiques, mais qui sont des notions qui sont relatives au fait qu'il y a 2 instances qui déterminent notre futur. Il y a une instance qui est liée à notre conscience du temps présent, et il y a une instance qui est liée à je ne sais quelle conscience qui nous dépasse et qui détermine notre destinée. Et ceci est indépendant des lois physiques. Ceci n'est dépendant que de la structure vibratoire des consciences en question. Et donc, c'est quoi la structure vibratoire des consciences en question ? Donc, alors je parle de la structure vibratoire, donc des modes vibratoires de la conscience qui agit dans le présent, mais qui programme elle-même toute sa destinée, puisque c'est quand même elle qui si cette structure, à supposer que cette structure vibratoire soit maintenue, à cause d'un conditionnement par exemple, ça va déterminer toute sa vie. Puisque si on ne change pas de structure vibratoire, eh bien le trajet de notre GPS, il ne change jamais. Et il y aurait une autre structure vibratoire qui détermine notre destination. Et ça, on peut considérer que c'est quelque chose qui est lié au sens de notre vie, puisque ça détermine justement le sens de notre vie. Où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous allons faire si effectivement nous arrivons à modifier notre structure vibratoire pour nous aligner sur la structure vibratoire de cette autre chose plus fondamentale qui détermine le sens de notre vie. Et donc il est légitime de l'appeler le soi, puisque c'est quelque chose qui est plus grand que nous et qui a déterminé déjà depuis longtemps où nous allions. Donc, si vous voulez, il y a un rapport entre la physique et la psychologie qui vient du fait que, puisque ce n'est pas la mécanique qui détermine nos choix, c'est autre chose, et on a vu pourquoi il fallait relier ça à la conscience, et donc on comprend qu'il y a 2 types de conscience. Il y a notre conscience du temps présent, et il y a une autre conscience plus grande que nous, qui détermine le sens de notre vie, et donc que j'appelle le soi. Et c'est là qu'on peut arriver à commencer, à comprendre le libre arbitre. C'est là qu'on peut commencer à comprendre que si on oublie l'existence de ce soi, eh bien, on va simplement considérer l'existence de notre conscience, mais comme notre conscience, du coup, elle est isolée, eh bien, elle ne peut pas dépendre d'autre chose que du conditionnement. Et là, on retombe dans quelque chose qui ressemble peu ou prou à la mécanique. Parce que s'il n'y a rien qui vient d'ailleurs et qui pourrait déterminer les modifications qui seraient faites à notre structure vibratoire, autant dire qu'il n'y aurait pas de modification, ou que cette structure vibratoire, elle provient juste de notre conditionnement. Donc si on n'en change pas, on garde la même ligne, on développe l'ego, tout ça. Et donc on voit que, effectivement, on peut considérer que le moi peut fonctionner seul, mais dans ce cas-là, il est enfermé dans la prison du conditionnement. Il existe 3 sortes de conditionnement. Il existe le conditionnement mental, dont on ne peut sortir qu'en lâchant prise. Il existe qui bâtit nos systèmes de croyances. Il existe le conditionnement émotionnel, dont on ne peut sortir qu'en ayant confiance en soi, et qui préside à nos jugements, et il existe le conditionnement de l'ego qui, lui, est lié vraiment à notre conscience du temps présent et qui détermine ses choix en fonction de l'idée qu'il se fait de lui-même et de toutes ses attaches, de toutes ses attaches, sa famille, milieu familial, etc. Enfin, l'idée qu'on se fait de soi, c'est ça qui fabrique l'ego. Et si on garde tout ça, si on ne considère que cela, eh bien, finalement, la conscience ne fait rien d'autre que de prolonger la mécanique, hein, puisque c'est quand même elle qui va déterminer nos choix, mais elle ne fait rien d'autre que de prolonger de la mécanique au-delà de la durée au-delà de laquelle la mécanique n'a plus cours pour déterminer ce qui arrive. Et du coup,
dans ce cas-là, on ne peut pas avoir de libre arbitre. Parce que tout reste conditionné. Soit par la mécanique à court terme, soit par notre conscience à beaucoup plus long terme, dont on ne modifie pas la structure vibratoire. Alors que si on sort du conditionnement, en lâchant prise, en se détachant de l'idée qu'on se fait de soi, en acceptant de changer, si on sort en se faisant confiance en soi, ce qui est tout le travail de l'âme. Je ne vais pas vous parler de l'âme ce soir, mais il existe une définition physique pour l'âme, d'accord ? Le travail de l'âme consiste justement à réussir petit à petit à se déconditionner, à apprendre à le faire. Alors à ce moment-là, on devient automatiquement relié au soi, et le signe qu'on a réussi à se relier au soi, c'est la joie qu'on ressent d'exister, tout simplement. La joie qu'on ressent d'exister, cette joie qu'on ressent d'exister, arrive automatiquement à s'installer lorsque nous nous sommes complètement déconditionnés. Alors ça peut être par la méditation, moi c'est la randonnée, etc. Et cette joie d'exister vous apporte, vous donne le sens de la vie, de votre vie. Si vous l'avez déjà, elle vous apporte la foi. Si vous ne l'avez pas encore, elle vous apporte l'intuition qui vous relie à ce sens. Et du coup, simplement le déconditionnement vous apporte l'information qui vient de votre soi. Et pour peu que vous en fassiez votre nouvelle structure vibratoire, à ce moment-là, vous vous êtes réaligné à un nouveau futur, et d'emblée, tous les choix qui sont faits dans votre futur sont modifiés, la trajectoire de votre GPS change. Et ce qu'on appelle l'âme, c'est le soi. En fait, ce qu'on appelle l'âme, on peut le considérer comme étant à la fois le moi et le soi, selon certaines acceptations, mais ou alors on peut le considérer comme étant le soi, selon d'autres acceptations, mais ça c'est juste une question de langage. Hein. Et donc le libre arbitre, il est où là-dedans? Parce que si c'est le libre arbitre du moi, on a vu qu'il était complètement prisonnier du conditionnement. Et si c'est le libre arbitre du soi, on tombe sur un autre problème, qui est que, il me suffit de rentrer dans cette joie d'exister et je vais être fidèle à ce ressenti et je vais vibrer cela et du coup vous alignez selon un nouveau mode de fonctionnement qui généralement vous conduit finalement à soit rentrer dans un monastère parce que cette joie et finalement vous conduit à ne plus vraiment agir dans la matière, c'est-à-dire que la reliance au soi, c'est quelque chose qui est extrêmement positif par rapport au bonheur que ça peut vous apporter, mais ça peut aussi vous désintéresser d'agir dans la réalité. Et c'est là qu'est tout le problème. Et puis de toute façon, fondamentalement, nous avons là une seconde source d'information qui va déterminer un autre type de choix. Et du coup, ça pose la question de savoir où est notre libre arbitre. Sauf que, en fait, on n'est pas totalement dans le soi. Et la raison pour laquelle on n'est pas totalement dans le soi, c'est que si on était totalement dans le soi, on connaîtrait notre futur. Si on avait totalement l'information, ressentait totalement l'information du soi, on connaîtrait d'avance notre futur. Or, si on connaissait d'avance notre futur, on ne réaliserait pas les progrès correspondants. Parce qu'on aurait trop peur que ça ne marche pas. Si vous devez en plus passer par d'immenses épreuves pour changer, pour devenir une nouvelle personne, vous ne comprenez que ces épreuves sont utiles que lorsque vous les avez vécues, mais vous ne pouvez pas le comprendre d'avance. Vous ne pouvez comprendre, si on vous dit d'avance, eh bien tu vas vivre d'immenses épreuves pour arriver à devenir quelqu'un de, mettons, de grand, admettons, et qu'en plus c'est pas sûr, ah ben non, vous n'y allez pas. Et donc vous allez jouer la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire que l'information du soi et que donc la connexion au soi, à notre plus grand état d'être, à notre plus grande conscience, soit imparfaite. Et de ce fait, eh bien, on ne réalise ni le programme du soi, en fait si, mais vous allez voir comment, ni le programme du moi, ni le programme du conditionnement, parce que du coup, on se retrouve de fait entre les deux. Et le libre arbitre, ça consiste simplement entre les deux et entre deux situations qui sont finalement pires
Parce que si vous êtes trop dans le soi et que donc vous connaissez votre futur, vous n'allez pas y aller. C'est-à-dire votre meilleur futur, finalement, qui vous est guidé inspiré par le soi, vous n'allez pas y aller. Et si vous restez dans le moi intégral, donc dans l'ego, eh bien là, vous allez aller vers un futur, à un moment donné, vous allez rentrer dans le mur, quoi. Et donc, les deux futurs extrêmes ne sont pas bons. Et c'est que le futur intermédiaire qui est bon, parce que le fait de se relier au soi va vous aider, va vous permettre de faire des progrès sur vous-même qui vont vous permettre d'accepter, de traverser des épreuves que vous n'avez pas prévues, mais ces épreuves vont vous faire évoluer et finalement réaliser le programme. Le programme du soi, peut-être pas tout à fait, il y aura des réajustements, mais c'est là-dedans que se trouve le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, il se trouve essentiellement dans la perfection de l'imperfection de la connexion entre le soi et le moi. C'est-à-dire que le libre arbitre, qui est essentiellement lié à l'essence de l'humain, se trouve dans la perfection de l'imperfection de l'humain. D'accord ? Et ça, je pense que c'est une pensée très profonde et que c'est quelque chose qui peut nous aider à comprendre le libre arbitre, parce qu'on comprend le libre arbitre d'habitude en disant soit qu'il n'existe pas, soit qu'il est une illusion, soit que ceci, soit que cela, alors que là, je vous fournis un contexte de compréhension qui est plus riche et qui permet de comprendre que non seulement le libre arbitre existe, mais qu'il est lié à la nature, à la nature propre de l'humain, celle qui a été oubliée complètement par notre société, et celle qui finalement est reliée avec toutes les traditions et tout ce que les religions ont de meilleur. Hein. On sait que, bon, bien sûr, les religions, elles ont, à force de construire des systèmes, donc elles finissent par être complètement, par dégénérer, mais la science aussi fait pareil. Et donc, voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que lorsqu'on fait un travail sur soi, qui n'a pas besoin d'être d'ailleurs parfait, eh bien, on est capable de solliciter une reliance qui va nous permettre de nous guider petit à petit vers notre meilleur futur. Et cette reliance, on peut la tester, et elle fonctionne. Moi, ça fait des années et des années, pas loin de 10 ans, que je fais des ateliers sur la synchronicité. Parce que la synchronicité est liée à la guidance vers notre meilleur futur. J'ai vécu ça toute ma vie, au départ sans le savoir. Ensuite, en arrivant plus ou moins à le contrôler, à le répéter, ensuite en arrivant à le vérifier dans des expériences scientifiques, et ensuite en arrivant à le faire vivre à d'autres personnes, et pas plus tard qu'hier, à Sisteron. On était 24, où j'ai proposé un atelier gratuit, parce que j'ai décidé de rendre ça au moins en partie gratuit, parce qu'il y a urgence à ce que les gens comprennent que nos états de conscience influent sur les événements. Ça, c'est très, très, très important. C'est très urgent de comprendre ça. Et je sais que je vais y arriver. Simplement, j'essaie d'aller plus vite. Parce que les gens ne veulent pas croire à ça. Hein. C'est bon. Parce qu'ils vont dire, oui, c'est du New Age. Mais non, mais le New Age, la pensée, l'idée que nos pensées créent le monde, elle a toujours existé depuis l'aube des temps. C'est pas du New Age. Le New Age, il en a fait qu'une sauce difficile à digérer. C'est parce qu'il y a eu le business New Age et qu'après, du coup, il en est ressorti une bouillie New Age, et effectivement, du coup, les gens ont peur d'aller vers ce genre d'idée. Et puis, c'est pas si simple. Non, nos pensées ne créent pas notre réalité, parce que, d'abord, il faut qu'elles soient portées par la vibration de nos émotions, et qu'en plus, ça suffit pas, puisqu'il faut que ces émotions soient issues du soi. C'est-à-dire que si vous n'entrez pas dans la reliance à votre soi, après vous être déconditionné, vous n'allez pas pouvoir changer votre structure vibratoire. Alors j'ai oublié de préciser que cette structure vibratoire, c'est une structure vibratoire émotionnelle. Et ça rejoint ce dont je vous parlais tout à l'heure, ça rejoint l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que la conscience, elle a deux aspects. Elle a deux pôles, mais en réalité elle en a trois, parce que si on tient compte du fait que la conscience, il y a le conscient et l'inconscient, et d'autre part le fait qu'il y a l'espace et le temps, ça crée trois pôles, parce que la conscience de l'espace, c'est lié au mental, et la conscience du temps, c'est lié à la vibration. Les vibrations se font dans le temps. Le mental analytique, entre autres, c'est un mental classifieur. Il a besoin de l'espace. D'ailleurs, le cerveau, c'est un peu sa représentation de l'espace. Et donc, le troisième pôle, c'est la partie consciente
qui intègre les deux, le pôle émotionnel et le pôle mental. Ces trois pôles sont liés aux trois efforts de déconditionnement qu'il faut faire. Et donc, vous avez d'un côté le mental qui est, alors comme il est dans le cerveau, il est analytique, d'accord? Et donc, lui, il nous maintient dans la prison de la pensée, il nous maintient dans la prison de notre trajectoire actuelle, de notre GPS, alors que l'émotionnel, pour peu qu'il arrive à se relier à notre soi, peut effectivement modifier notre structure vibratoire. C'est pour ça que je conclus mes livres et mes conférences. Je vais peut-être, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, ou on peut passer aux questions. J'ai peut-être oublié de parler de choses importantes, mais c'est pour ça que je conclus en disant que ce sont nos pensées portées par la vibration de nos émotions qui peuvent créer notre meilleur futur. Alors je vais un peu approfondir ça, quand même, avant de passer aux questions. Parce que qu'est-ce que c'est que nos pensées portées par la vibration de nos émotions? Ça peut être tout simplement notre conditionnement habituel, hein, puisque nos émotions, elles peuvent être issues aussi de choses qui ne sont pas maîtrisées, elles peuvent être issues de la peur. Et la peur, c'est quelque chose qui a tendance à nous envoyer vers un futur qui va justifier l'existence de cette peur. Tout comme la joie va nous emmener vers un futur qui va justifier l'existence de cette joie. Ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. C'était très important pour moi de sortir de l'état de sidération dans lequel nous a mis la crise du Covid, parce que, et ensuite de sortir non seulement de toutes les sources d'information, bon ça fait longtemps, mais y compris des sources d'information alternatives, parce qu'elles sont trop anxiogènes. Donc il faut faire attention aux sources d'information alternatives qui sont presque aussi anxiogènes que les sources d'information officielles. Donc moi je vous conseille de vous en couper, ça fait maintenant on a compris, c'est bon, on a bien vu que c'est un plan qui est en train de se dérouler, il n'a pas forcément été planifié d'avance, c'est pas forcément un complot, quoique, bon, mais vous savez très bien que à partir de... Il y a eu Event 201 où tout a déjà été planifié juste avant l'apparition du virus, et puis il y a eu les écrits de Klaus Schwab, et cette volonté de Great Reset, hein, de grande réinitialisation qui est avouée et qui fait qu'on veut nous emmener de force vers une réinitialisation du système financier. Parce qu'il faut bien comprendre que la réinitialisation du système financier, c'est le principal motif de toutes ces mesures. Mais bon, c'est pas... Et donc moi, ce que je disais, c'est juste que c'est bon, on a compris maintenant. Hein, il n'y a pas besoin d'insister. Et donc il faut arrêter d'étudier sans arrêt en fait, toutes les bêtises que font... enfin voilà, il faut arrêter d'étudier toute cette information anxiogène, et il faut construire le nouveau futur. C'est pas en luttant contre l'ancien qu'on va s'en sortir, c'est en construisant le nouveau. Hein, parce que si vous luttez contre l'ancien, vous allez rentrer dans un conditionnement qui va vous faire vibrer, qui va maintenir une structure vibratoire dans laquelle il y a la peur qui va dominer, et vous êtes mal barré. Alors que si vous vibrez dans le nouveau, et moi je le fais depuis 1 an, et ça donne des résultats merveilleux, et si vous vibrez dans le nouveau, grâce à des collectifs qui procèdent à des actions variées pour construire un nouveau monde, en modifiant déjà les rapports entre les gens, en augmentant considérablement les rapports entre les gens et le cœur, les relations de cœur, si vous faites ça, vous allez voir que les résultats vont être géniaux. Mais ça, c'est la physique. Alors, j'ose dire que c'est la physique qui nous l'apprend, d'accord? J'ose le dire. Je suis sûrement le seul physicien de la planète qui ose le dire, mais je suis suffisamment avancé, je me sens suffisamment compétent et balèze en calcul pour pouvoir vous l'annoncer sans craindre qu'un autre physicien me contredise, parce que de toute façon, les autres physiciens ne vont pas sur ce terrain. Ils ne vont pas sur le terrain de la spiritualité. Ils ne tiennent pas compte des sources d'information qui sont extérieures aux frontières de la physique. Ils ne tiennent déjà pas compte de toutes les disciplines scientifiques. L'interdisciplinarité, moi je le vois au CNRS, ça a toujours été un vœu pieux, ça n'a jamais existé. On a toujours fait semblant d'être interdisciplinaire. On a toujours fait semblant de vouloir faire travailler par exemple des neuroscientifiques avec des physiciens, mais ça a toujours été un vœu pieux, ça n'a jamais
exister autrement que de manière très, très mineure et symbolique. Alors que personnellement, moi je suis issu d'une véritable interdisciplinarité qui est un triangle, qui est celui des neurosciences, de la physique fondamentale et de l'intelligence artificielle. La physique fondamentale, elle-même toutes les physiques. Bon, mais ça c'est juste pour expliquer pourquoi je suis le seul, ou un des rares, à oser dire des choses pareilles, mais je vous garantis, et je l'ai encore testé hier avec le groupe que j'ai animé, un tiers des personnes présentes ont provoqué des synchronicités époustouflantes. J'en suis encore tout ému. Et à chaque stage, c'est la même chose. Il n'y en a pas autant forcément, mais il y a au moins 10% à chaque fois que j'anime un stage sur la synchronicité. Ça consiste à envoyer les gens à différents endroits choisis au hasard dans une ville et à leur faire vivre quelque chose à partir d'un état de préparation psychologique, mentale et émotionnelle qui va les amener, qui va représenter un engagement pour eux de tenir compte de ce qui va arriver dans leur vie future. Le simple fait déjà de procéder à une reliance initiale pour visiter un peu mieux le sens de sa vie, le sens de ce qu'on est en train de vivre, etc., provoque déjà un réaménagement de votre structure vibratoire, et rien que ça crée des modifications dans le futur qui, en retour, créent des synchronicités, et quand elles sont époustouflantes, là, vous êtes obligé de vous rallier à l'idée que ça marche. Parce que donc, vous n'avez pas seulement la pratique, vous n'avez pas seulement la théorie, mais vous avez la pratique. C'est-à-dire que je vous assure que vous êtes capable, chacun d'entre vous, sans étudier la physique, de vérifier par vous-même la véracité de mes propos. Bon, évidemment, le genre de stage ou d'atelier que je fais pour que les gens se démontrent ça à eux-mêmes, bon, évidemment, ce n'est pas encore suffisamment multiplié. Mais bon, ça va se faire, je pense que ça va finir par se répandre. Et moi-même, j'essaye toujours d'en améliorer les protocoles, etc., pour qu'à un moment donné, ça devienne tellement évident. Et de toute façon, c'est déjà un peu passé dans la conscience collective, parce que la notion de synchronicité, aujourd'hui, c'est une notion qui est rentrée dans les mœurs. Donc, ça n'est plus quelque chose de ridicule. Les gens se sont un peu habitués à l'idée que le hasard n'existe pas, et que, en fait, le hasard, ça correspond à une influence du futur. D'ailleurs, c'est l'idée que je propose dans mon livre Le Grand Virage pour expliquer pourquoi nous devons être optimistes. Parce que lorsqu'il y a une influence d'un nouveau futur, eh bien, il s'ensuit, surtout si les gens doutent, et au niveau collectif, vous avez toujours une masse de gens qui doutent, il s'ensuit une grande résistance de l'ancien futur qui se traduit par des événements incompréhensibles du genre, par exemple, le caractère irrationnel des mesures sanitaires. C'est ce qui m'a fait dire que finalement, cet ancien futur transhumaniste vers lequel on semble vouloir nous conduire, il est terminé, il est révolu. Mais bon, il produit quand même les effets qu'on a vus, et la raison, alors cette fois-ci causale, qu'il faut admettre, plutôt que de parler d'une influence du futur, vous n'êtes pas obligé, parce que si vous n'êtes pas habitué à réfléchir comme ça, c'est pourtant utile, c'est-à-dire de comprendre qu'on n'est pas seulement influencé en permanence par son passé, mais aussi par son futur, c'est quand même vachement important. Oh là là, bon, mais... Non, mais ça, franchement, c'est important. Et donc, mais de comprendre autrement la crise en disant que qu'est-ce qu'on a fait finalement depuis 2 ans, c'est qu'on a décrédibilisé totalement le processus qui devait nous emmener vers le transhumanisme. C'est-à-dire que ce processus qui devait passer par l'identification numérique acceptée par tous, eh bien, c'est quelque chose qui est devenu un épouvantail, qui n'aurait jamais été un épouvantail s'il n'y avait pas eu le Covid. Le Covid a eu pour effet de nous empêcher de tomber dans le piège, parce que normalement, on aurait accepté l'identification numérique parce qu'elle nous aurait apporté tout d'abord d'immenses services à la personne.
Et même moi, je les aurais utilisés. J'utilise déjà un truc dans ma poche pour ouvrir automatiquement ma voiture, mais ce sera aller bien plus loin. Avec un truc qui vous identifie, vous avez à votre service une intelligence artificielle qui vous guide partout où vous allez pour trouver tout ce que vous cherchez, bien mieux qu'un GPS. Et qui va même réfléchir à votre place pour savoir ce dont vous auriez besoin. Enfin, tout un tas de choses. Qui va même favoriser le hasard des rencontres, artificiellement. Va faire vous rencontrer la personne qui peut vous embaucher ou la personne avec qui vous pourriez vous marier, etc. Enfin, une intelligence artificielle est capable de faire ça, aujourd'hui. C'est tout à fait possible, j'aurais pu développer. Ça aurait marché. Et donc après, évidemment, l'administration et le gouvernement s'en seraient emparés, puis après la banque s'en serait emparée, puis tout le monde aurait fini par payer avec ce machin-là. Et on serait rentré dans le piège petit à petit du transhumanisme, parce que cet identifiant numérique, il ne serait pas resté très longtemps extérieur dans notre poche. Hein. Il aurait été associé à une marque, genre un truc à point quantique, ou autre chose, ou une puce dans le cerveau, ou n'importe quoi. Et on serait rentré très rapidement dans le transhumanisme. Et c'est parce que le transhumanisme a disparu dans le futur, au moins pour une partie conséquente de la population, que le Covid est apparu, puisque le Covid est apparu par hasard, n'est-ce pas? Mais pas tout à fait. Mais admettons que ce soit un complot. C'est un complot raté, donc c'est quand même un hasard, d'accord? Bon. Est-ce que j'ai assez couvert l'étendue du... Et donc je voulais vraiment revenir à cette notion de libre arbitre pour montrer que le libre arbitre c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on pense, mais aussi beaucoup plus humain. C'est quelque chose qui nous relie à notre nature entre guillemets divine. Hein. C'est pas quand j'utilise le mot divin, moi je suis pas quelqu'un qui croit en Dieu ni en quoi que ce soit. Je suis pas un religieux. Je suis favorable à la spiritualité, bien entendu, mais c'est une spiritualité laïque. C'est juste le fait de mieux comprendre la réalité qui nous entoure. C'est juste le fait de mieux comprendre la nature du réel. Et ne pas comprendre que la nature du réel, ça n'est pas ce qui nous apparaît, c'est un peu la moindre des choses. Parce qu'on est déjà largement trompé par notre cerveau. Et donc on devrait faire attention. Hein. Il n'y a pas que les illusions d'optique qui nous trompent. Il y a notre sensation d'espace, de temps et de matière qui ne correspond pas à la réalité. Vous aviez déjà la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne de Platon qui nous l'enseignait. Vous avez aujourd'hui le film Matrix, vous avez aujourd'hui la réalité augmentée. Tout cela montre que le réel n'a pas besoin d'être réel pour nous apparaître comme réel. Il suffit de comprendre qu'on vit dans un monde d'information et à ce moment-là, on devient plus intelligent. Voilà. Et on devient encore plus intelligent lorsque on est capable de comprendre au passage, grâce à cette vision, tous les phénomènes inexpliqués qui aujourd'hui sont avérés, hein, comme les expériences de mort imminente, les sorties de corps, les perceptions extrasensorielles, les ovnis, les synchronicités, les états de conscience modifiés, tout ça c'est étudié par la science. Et c'est largement, soit pas tous, mais si c'est pas étudié, c'est en tout cas avéré et reconnu comme réel. Comment se fait-il qu'un physicien comme moi a compris comment fonctionnaient les ovnis, par exemple, et que je sois obligé de m'auto-censurer en permanence pour ne pas en parler, d'accord? C'est quand même un monde, ça, comme on dit. Voilà, et donc, j'ai l'impression que le micro, il change. Bon. Et donc, nous n'avons pas seulement que la physique qui nous dit que, finalement, nous n'avons rien compris à la nature de l'humain et à la nature du réel, et donc à la nature de l'humain. Nous avons également, depuis 70 ans, tous les phénomènes inexpliqués qui ont été étudiés par la science et qui nous démontrent que cette vision de la conscience dont je vous parle, elle est juste. Parce que la manière dont on se déplace en dehors de l'espace-temps, ailleurs, si vous préférez, en dehors de notre réalité, c'est vibratoire. C'est une structure vibratoire. C'est une structure vibratoire qui vous anime lorsque vous êtes en dehors de votre corps. C'est une structure vibratoire qui ramène l'information lorsque vous avez une perception extrasensorielle. C'est une structure vibratoire qui intervient dans le chamanisme, raison pour laquelle les voyageurs sont guidés par le chant. Et c'est aussi une structure vibratoire qui permet de déplacer les vaisseaux. Et donc voilà, à chaque fois c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que la véritable nature de l'espace et du temps, ça n'est pas de la matière contenue dans un espace. Cette matière n'existe pas. Ça fait longtemps qu'on sait que ça n'a rien à voir avec de la matière. Ça fait longtemps qu'on sait que le modèle de l'atome de Bohr, il est faux.
Il est bon parce qu'au niveau des équations, il marche, mais ce n'est pas parce qu'il marche au niveau des équations qu'il est réel. Lorsqu'on zoome sur la matière, on aboutit toujours à une information de type vibratoire. Et donc, voilà, là je pense que je commence à avoir fait le tour de la question. Et donc, ce qu'il faut retenir ce soir de cette conférence, c'est que votre libre arbitre, c'est-à-dire votre souveraineté intérieure, c'est-à-dire ce qui vous permet de vous opposer fermement à toutes les mesures, sans aucun problème, eh bien, c'est quelque chose qui est complètement lié à votre émotionnel, à la joie en général, à la joie ou l'amour, c'est quelque chose qui est lié à la joie et à l'amour. La joie, c'est quand on reçoit des informations de son soi, et l'amour, c'est quand on en envoie. Et donc, si vous voulez, c'est une vision cybernétique qui guide ma réflexion et qui permet de comprendre comment fonctionne la réalité et comment on construit son futur. Donc c'est en vibrant votre meilleur futur que vous allez le réaliser, mais au passage, il faudra vous être déconditionné. Voilà, je vous remercie.